Laurent Roland Toninkes, bonjour. Ahmed Arikba, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internautes d'Eden TV, bonjour. On en parlait hier en plateau, cette décision du président sénégalais. Alors on démarre par une actualité au plan international, même si cela a rapport plus ou moins avec le Bénin. Alors cette décision donc, du président Macky Sall, le président sénégalais, de ne pas briguer un troisième mandat et tout ce qui tourne autour. Le Béninois libéré publie ce matin refus de Macky Sall de briguer un troisième mandat. Les analyses du bureau exécutif du CIDPA, GCA, l'organisation internationale africaine, rêve de 1000 autres Macky Sall. Laurent. Oui, 1000 autres Macky Sall, on a pu avoir des exemples par le passé. Que le plus récent, c'est l'exemple du Nigeria, où Buhari, ayant fini ses 2 mandats, a quitté les choses avant que les choses ne le quittent et a permis à ce que Tinubu soit installé dans le fauteuil présidentiel. Mais avant lui, il y avait l'exemple nigérien, bien évidemment, notamment avec Mahamadou Issoufou, qui est parti en laissant le pouvoir à Bazoum, qui lui a succédé. Et donc, ces exemples, il y en a. Ce n'est pas que ça manque en réalité. Et en soi, Macky Sall, pour moi, n'est pas, excusez, je continue de le dire, pour moi, n'est pas un exemple. Parce qu'il aurait été un exemple s'il avait situé cette population, avait évité le pire, assez tôt. Le pire à ses compatriotes. Parce que les morts qu'on a pu observer suite aux situations qu'on a connues au Sénégal, ces personnes ne reviendront pas en vie. Et ces familles seront éplorées à jamais. Jamais. Et les dégâts, c'est des dégâts colossaux. Beaucoup de milliards investis encore pour reconstruire ce que nous pouvons appeler l'une des vitrines de l'université de Dakar. Donc, il y a autant de choses que Macky Sall pouvait éviter à son pays, il ne l'a pas fait. Et donc, je crois que je continue de le dire, c'est moi, je l'assume. Macky Sall, moi, en soi, n'est pas un exemple. Et d'ailleurs, c'est trop tôt c'est trop vite aller en besoin que de penser que oui, Macky Sall ne reviendra pas à la charge. J'insiste sur le fait que Ouattara nous a fait miroiter ses qualités de bon démocrate et qu'il devait partir, quitter la tête de la Côte d'Ivoire. On a pu voir tout ce qu'il a pu dire, mais subitement, on a vu comment il s'est métamorphosé. En tout cas, il a fait un virage à 360 degrés pour se retrouver encore candidat. On a pu voir le syndicaliste, puissant syndicaliste Alpha Condé, qui a embêté Lansana Conté, un certain chef d'État de la Guinée, en disant qu'il ferait les choses autrement. Quand il est arrivé, on a pu voir que c'est lui qui promettait demander aux investisseurs de venir faire beaucoup de bonbons de biscuits aux Guinéens et que les enfants, et que de faire beaucoup de cubes magiques. En Afrique, nous sommes terribles. Mais un chef d'État qui demande aux investisseurs de faire beaucoup de bonbons de biscuits pour les enfants et de faire beaucoup de cubes magiques pour les femmes, parce que les femmes aiment ça en Guinée. C'est un chef d'État qui est à l'écoute des besoins de sa population. Mais quand même. Et donc, on a pu voir comment est-ce que lui-même, les cubes magiques que les investisseurs ont fait dans le pays, à force d'en consommer par la cuisine, par le biais de la cuisine de son épouse, à force de manger les quelques biscuits que les investisseurs ont fait, il a pris goût et il ne voulait plus partir. On a pu voir ce qui s'est passé. Fort malheureusement pour lui, il a été délogé. Donc, au fond, moi je ne dirais pas on veut 1000 Macky Sall, je dirais on veut 1000 Buhari, on veut 1000 Mahamadou Issoufou, parce que Mahamadou Issoufou n'est pas parti dans un bain de sang. Et qu'il vous souvienne que 1000 Mathieu Kérékou, 1000 Mathieu Kérékou, 1000 Boniaï. Oui, aussi, mais voilà. Celui qui a d'abord occasionné ou bien laissé faire, celui qui a peut-être resté silencieux avec les situations qu'on a pu connaître, n'est pas un modèle. Il faut arrêter de dire on veut d'autres Macky Sall. Mahamadou Issoufou, qui vous souvenez dans son pays, quand des jeunes ont commencé par déclarer qu'il faut un troisième mandat, il n'a pas hésité à les enfermer pour leur dire ce que vous me dites de faire là, c'est violer la constitution de notre pays. Et là, ça ne garantit pas la paix, ça ne préserve pas la paix. Donc, Macky Sall j'aurais pu voir un autre titre, on veut 1000 Mathieu Kérékou, 1000 Boniaï, comme vous le dites si bien, ou bien qu'on veut 1000 Mahamadou Issoufou, 1000 Mohamed Buhari. Donc, je crois que c'est de ça qu'il est question. Et les chefs d'État qui restent doivent pouvoir s'inspirer de ce qui s'est passé. Il ne sert à rien de rester là, de laisser faire et qu'il y ait assez de dégâts et que ce soit après ça que vous réveillez. On vient jouer aux pompiers, en fait. Voilà. Oui, jouer les pompiers pour montrer que vous êtes démocrate. Non, je crois, même si Macky Sall n'était plus candidat en 2024,
c'est qu'au lieu de passer par la grande porte, c'est peut-être qu'il ne ressortira pas une petite fenêtre. Allez, on reste à l'international, Laurent Roland Antonin-Niquet. Une fois n'est pas coutume, Détermination Info parle ce matin des prochaines élections présidentielles au Gabon. Ali Bongo déclaré apte à l'issue de la visite médicale. Non, en réalité, c'est drôle. Qui sont ceux qui font la visite médicale? Qui les choisit? Je ne vais pas m'attarder sur cet aspect, mais toujours est-il que quel médecin peut oser dire que Ali Bongo n'est pas apte? Est-ce qu'il veut exercer au Gabon? Il veut continuer à exercer au Gabon? Non. Donc vous pensez que même à ce niveau, eh bien, les gens sont liés? Les gens sont liés. Écoutez, j'ai vu une vidéo qui circulait sur la page, le statut WhatsApp d'une compatriote qui est née au Gabon, qui a fait toute sa vie au Gabon, qui s'est mariée d'ailleurs là-bas, et qui est au pays actuellement parce que son mari est un Béninois, elle fait des activités ici, j'ai lu son statut. Et elle a écrit simplement « Ô Seigneur, garde le Gabon ». Parce qu'il y a une vidéo du chef de l'État, vous dormez, bon, en fait, pour un peu dire ce qu'il disait. En réalité, on sent que le monsieur est affaibli en réalité. On sent qu'il est affaibli. Mais je sais que c'est le lobby en réalité. Le problème du Gabon, ce n'est plus Ali Bongo, c'est les lobbies qui n'ont pas intérêt à ce que la famille Bongo quitte les affaires. Parce que si les affaires, c'est un peu comme au Togo à côté, la famille Fort quitte les affaires aujourd'hui, il y a toute une génération qui aura des problèmes dans ce pays. Donc, il y a ça. Mais je pense qu'à partir d'un moment donné... Plus loin, on pensera peut-être à un autre pays aussi, comme le Cameroun. Ou comme le Cameroun, oui. Lui non. En fait, Paul Biya n'est plus président au Cameroun. C'est un touriste qui ne vient pas au moment dans son pays pour voir comment... C'est ce qui se dit en tout cas. Non, mais il n'est plus... En fait, il est devenu comment je l'ai dit, le parrain du Cameroun, quoi. Il n'est plus président, il est parrain. C'est-à-dire que les... Président d'honneur? Président d'honneur du Cameroun. Les gens sont en train de travailler là. Bon, lui, il peut aller à Genève, vivre là-bas un peu. Il vient par moment. Il vient par moment pour visiter, pour voir si... puisqu'en fait, c'est... Voilà, je trouve le mot idéal, c'est-à-dire le chef de famille qui en réalité vit dans la métropole. Et donc, il a confié la charge de la gestion du pays au Sarano, au Vigan, au Méou et autres là dans la famille. Et puis donc, chacun travaille. Et après, par moment, il vient en famille pour savoir s'il y a des problèmes de contentieux à régler. Quand il finit de régler son contentieux, il peut reprendre son vol et se retrouver du côté de la métropole, quoi. Parce qu'en fait, c'est un chef de famille bourgeois. Donc, les chefs de famille bourgeois, la plupart du temps, ne vivent pas au village. Ils sont à Cotonou, et dans la métropole, et puis après, ils retournent au village tous les week-ends pour aller voir comment ça se passe. Et donc, c'est un peu ça. Ces modèles-là, il y en a plein. Donc, je crois que c'est les lobbies, en réalité, qui les maintiennent là. Et je crois qu'à un moment donné, il doit pouvoir peut-être prendre conscience, faire les choses autrement et préparer leur départ. Parce que la plupart du temps, quand ils ne préparent pas leur départ et que ça les surprend un jour, c'est qu'ils perdent tout et reviennent à zéro. On a pu voir en Tunisie, j'oublie son nom, l'ancien président, dont on a découvert des maisons, une maison où tout était en or, avec des coupures de dollars et d'euros. Et finalement, il est parti, les gens sont... Ça est devenu la propriété de l'État. Donc, il ne sert à rien de faire ces trucs-là, de penser qu'on peut être éternel. Nul ne saurait être éternel. La terre est là, nous venons, nous faisons nos choses, nous faisons tout ce que nous voulons. Et un jour, on s'en va et on laisse tout derrière nous. Donc, quand on voit Ali Bongo, moi je pense que les gens feraient mieux d'aider le monsieur. Même s'il veut, il faut trouver la formule pour lui dire, écoutez, ce n'est pas bon pour toi-même. En tout cas, les informations donnent à savoir que dans le pays, l'opposition est vent debout par rapport à cette situation. Oui, l'opposition a passé un communiqué. Il y a, comment vous appelez, il y a un parti Changement, le Renouveau, ACR, j'oublie comment est-ce qu'ils Alternative pour le Changement, le Renouveau, quelque chose comme ça, qui a commencé à donner de la voix depuis quelques jours. Et leur leader se retrouve hors du pays actuellement, je crois. Mais il y a tellement de militants dans le pays, ils sont tous tout le temps habillés en rouge pour manifester. C'est un peu comme à Mercredi Rouge au Bénin. Bon, pourvu que leur Mercredi Rouge, leur rouge là-bas leur donne la victoire. Parce qu'on sait que depuis des années au Gabon, les gens se sont levés. Ils n'ont qu'à peut-être demander conseil à Jean Ping. Jean Ping aura tout fait, mais malheureusement, il y a aussi il y a un autre Mba, malheureusement, qui est décédé. J'ai oublié son nom, qui m'échappe. Donc, l'un dans l'autre, même si on ne veut pas que l'opposition prenne le pouvoir, trouver quelqu'un d'autre au sein du parti. Le PDG. Le PDG, voilà, le PDG. Bon,
le développement du Gabon. Je crois que les gens disent que, bon, comme c'est les PDG de la société gabonaise qui sont au pouvoir en réalité. Quoi. Oui, voilà. OK. Allez, revenons au Bénin, Laurent Roland Toninkes avec le révélateur du jour. Lutte contre les maladies tropicales, le Bénin félicité pour ses efforts. Oui, Patrice Talon, oui, écoutez, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que les maladies tropicales, on n'en parle plus, pourtant l'onchocercose et un certain nombre de maladies dans certaines régions, on n'en parle plus aujourd'hui au Bénin. Et donc ça a été l'effort du gouvernement, et d'ailleurs, je dirais de tous les gouvernements, parce que ça fait des années qu'on parle de ces trucs-là et on lutte contre ces trucs-là. Et donc le gouvernement aussi, c'est au temps du président Patrice Talon qu'aujourd'hui le Bénin est célébré, c'est une bonne nouvelle, parce que le pouvoir en place aussi a fait qu'on ne veuille pas des actions dans le domaine de la santé, même si on a des choses à redire là-dessus. Et oui, c'est un satisfait, et d'ailleurs, qui devrait être destiné aussi aux populations béninoises, parce que qui ont fait preuve d'un certain nombre de règles d'hygiène dans une certaine mesure, parce que oui, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas un certain nombre de choses, mais les gens essaient de s'adapter tant bien que mal aux conditions et se mettent en règle et ne tombent plus malades. Mais le gouvernement, l'accompagnement du gouvernement aussi, les différents projets en la matière ont contribué à éradiquer ces maladies de notre territoire. C'est à saluer. Félicitations au Bénin et bravo au gouvernement qui est le porte-flambeau du Bénin. Merci Laurent Roland Toninkes. On va finir maintenant par ce fait d'actualité, placardé quasiment à la une de tous les quotidiens ce matin. Matin Libre par exemple, on parle en ces termes, scandale financier présumé à la SBEE. Le gouvernement fait volte-face. Doit-on craindre pour la manifestation de la vérité? Oui, tel que les choses se passent, on peut craindre pour la manifestation de la vérité. Nous étions là quand un journal a écrit qu'on a retrouvé 300 millions et 100 millions sous les lits de certains cadres. Et après, quelques jours après, le même journal est venu dire que non, un autre journal est venu dire que c'est 60 millions qu'on a pu retrouver. Même si c'est 5 francs, parce que les gens sont allés en prison pour 100 000 francs, 50 000 francs. Même si c'est 5 francs, et je crois que il va falloir voir clair dans cette affaire. Et après, on nous dit que le DG serait en congé. Après, on nous apprend, on nous dit qu'il serait malade, il a voyagé. Et après, on nous dit qu'une DG intérimaire a été nommée. L'un dans l'autre, beaucoup d'informations qui ont circulé. Et moi, je me suis dit, c'est vrai que sur ce plateau, on a parlé des 300 millions et 100 millions. Et puis après, c'est vrai que certains ont pensé que oui, on n'aurait pas dû opiner. Je l'ai dit clairement. J'ai opiné sur cette affaire et j'assume ce que j'ai dit. Pourquoi j'assume? Je n'ai pas dit que quelqu'un a volé l'argent. Je dis, mais si les gens continuent de voler, ça veut dire qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu la situation aujourd'hui, cette situation de 300 millions, 100 millions qui a circulé, a créé une sorte de désolation dans en tout cas chez tous les Béninois. Parce que nous étions là quand on a dit que le Bénin est un désert de compétences et pour ça, on a commencé par chercher les compétences extérieures. Oui, les compétences extérieures qui sont des experts, en fait, qui pourraient apporter une plus-value entre la gestion de nos sociétés d'État. Voilà que sous ces experts encore, on parle de 100 millions, 300 millions. Et après, on dit c'est 60 millions. OK, de toute façon, il y a un problème de mauvaise gouvernance. Il y a un problème de corruption, oui, de détournement, même si c'est 60 millions. Et là, tous les Béninois étaient choqués. D'ailleurs, même ceux qui sont de la mouvance qui vont vous dire qu'ils ne sont pas choqués, c'est que c'est de l'hypocrisie, purement et simplement. Parce que nous avons la coupure de courant tout le temps. Et d'ailleurs, quand une pluie s'annonce, quand on voit le ciel s'assombrir, on constate qu'il y a coupure automatiquement de courant. Parfois, vous n'avez pas le courant pour 24 heures, allez à Ouida, mais malheureusement, à Ouida, chez le chef de l'État, allez dans certaines régions du Bénin, les gens n'ont pas le courant pendant un certain nombre d'heures. Et dans ce même temps, qu'on apprend que des gens continuent de détourner dans cette société avec une compétence étrangère à la tête de cette société, ça pose un problème. Mais après, cette affaire de 60 millions qui est venue un peu, moi j'avais dit que ça pouvait être une contre-communication en réalité pour atténuer les effets de ce qu'on a pu avoir au prime abord à travers un journal qui aurait choqué les Béninois. Et ça participe de la gestion politique. Quand tu as une information qu'on sent que ça pourrait aller, ça pourrait désavantager le pouvoir, on trouve les moyens de contourner en faisant une contre-communication pour atténuer les effets de la première communication. Ce n'est pas un péché, cela participe de la gestion du système. Mais après, quand on apprend aussi qu'il y a 800 millions, c'est vrai que
800 millions de francs CFA, c'est près d'1 milliard de francs CFA. Cet argent, comment est-ce que ça s'est retrouvé chez un DG? Je n'ai pas les preuves. Et je dis, si réellement ça s'est passé comme ça, il y a matière à réflexion. Il y a matière à interpeller les différents responsables. Et d'ailleurs, vous savez, le plus souvent, quand on décharge un ministre, parfois, il y a des informations qui peuvent circuler, qui peuvent aider à comprendre pourquoi on a déchargé tel ministre. Quand on a sauté que non, on n'a pu jamais avoir une déclaration ou une déclaration du porte-parole du gouvernement pour dire, ben voilà, c'est à cause de telle faute. Parce que le chef qui nous avait dit qu'on n'échange pas une équipe qui gagne, quelques semaines après, change un ministre, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a mal donné quelque part. Qu'est-ce qui a conduit à limoger Séverin Quenam? Quelques semaines après, on a pu voir que le ministre de l'Énergie a été déchargé. Celui-là qu'on nous a vendu cher dans ce pays quand il est arrivé en 2016 pour dire qu'il a travaillé pour EDF, il a travaillé pour une société d'énergie en Europe. D'ailleurs, même il avait même créé, puis selon mes recherches, il avait même créé en partenariat avec quelqu'un d'autre, une société en Europe. Mais celui-là qui, un jour, on le décharge comme ça, qu'est-ce qui a conduit à le décharger? On ne sait pas. Donc, il y a un silence du côté du gouvernement aussi à des moments donnés qui, peut-être, peu ou prou, peut alimenter la suspicion. Et le gouvernement ferait mieux de nous dire parfois, quand on décharge un ministre, qu'on nous dise oui, il y a telle faute administrative, ou telle faute technique, ou telle faute économique ou financière. Là, ça permet à d'autres personnes dans le système, ou bien qui aspirent à revenir dans le système, de savoir se comporter dans une certaine mesure. Maintenant, quand c'est comme ça, j'ai vu que le porte-parole du gouvernement a dit que le gouvernement n'est pas encore informé, du dossier. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose un problème, et j'insiste là-dessus. Ça pose un problème. Le porte-parole du gouvernement porte la voix du gouvernement. Et quand il y a un problème de malgouvernance dans ce pays, et même si le gouvernement n'est pas saisi, son rôle aussi, alors, c'est de chercher à savoir ce qui s'est passé, de chercher à comprendre et de donner les meilleures réponses, et plutôt que de venir dire qu'il n'est pas informé. Peut-être qu'au moment justement où la question lui a été posée, il n'était pas encore non, écoutez, c'est trop facile. Auriez-vous souhaité qu'il monte et qu'il non, prétende être c'est ce que je vous dis. au courant? C'est ce que je vous dis. Oui. Il a répondu à cette question-là quand? Cette affaire de mauvaise gestion de la SBD dont on parle là, ça date de quand? Ça fait quand même plus d'une semaine. Non, c'est trop facile de dédouaner le porte-parole du gouvernement. On prend le temps de mener des investigations, oui, non, de comprendre. Non, parce que quand on est porte-parole du gouvernement, justement, on ne peut pas dire n'importe quoi. Nous parlons de la gestion d'État. Il faut être sûr de ce que l'on dit. Non, nous parlons de la gestion d'État et nous parlons d'un porte-parole du gouvernement. Une affaire dont on parle depuis plus d'une semaine, qui est placardée à la une des journaux, et que le porte-parole vient dire une semaine après que le gouvernement n'est pas encore informé, ça pose un problème. On doit pouvoir, même si on ne peut pas aller dans le fond, c'est de pouvoir dire, oui, nous avons au moins eu quelques informations, et voilà ce sur quoi, ce pourquoi nous ne voulons pas répondre pour le moment, nous attendons que les enquêtes aboutissent. Ça pourrait me convaincre mieux que ce qu'il a dit. Parce que, en fait, à la limite, parfois, je dis tout à l'heure, vous avez vu ce qu'il a développé, il y a un certain nombre de faits qu'on n'a pas pu déclarer ou bien clarifier en réalité aux populations. Et on veut continuer, j'ai comme l'impression qu'on veut continuer dans cette même dynamique. À un moment donné, puisque le gouvernement n'est pas informé, vous allez voir que dès quelques jours, d'ici demain ou après-demain, les journaux ne vont plus en parler. Et puis, silence radio. Et après, finalement, est-ce qu'on a retrouvé vraiment 800 millions chez le DG ou pas? Personne n'en parlera. Et ça passera comme ça. D'ailleurs, le DG n'est plus là. Il est parti en voyage. On dit qu'il est parti en voyage en congé. Après, on dit qu'il est parti pour des raisons de santé. On a nommé une DG intérimaire. Finalement, le monsieur ne revient plus. Silence radio. C'est de ça qu'il est question. Il y a une question de redevabilité vis-à-vis des populations, de donner les informations, de situer et de laver l'honneur du gouvernement. En réalité, ce dont je parle, ce n'est pas en réalité que je suis contre le gouvernement, que je jette des pierres au gouvernement. Mais c'est une manière de dire laver l'honneur du gouvernement en nous disant ce qui s'est passé. Il n'y a rien, il n'y a aucun crime à reconnaître que parfois, à un moment donné, nous avions pensé que telle alternative pouvait marcher, mais on s'est rendu compte que c'est encore pire. Et finalement, voilà les mesures que nous souhaitons prendre pour contourner et mieux organiser les choses. C'est de ça qu'il est question. On vous aura compris, Laurent Roland Tonneikes, précisons à toutes fins utiles aux différents candidats aux examens de fin d'année, notamment le bac, qui est la première délibération. Laurent Roland Tonneikes est prévu pour demain. Oui. Avez-vous des
Des amis candidats? Non, j'ai des proches qui sont allés au bac, mais pas de candidats chez moi. Bon, bonne chance à ces candidats. On sait combien de fois la délibération du bac fait peur. Parfois, excusez, c'est assez stressant que, ouais, vous n'avez même pas envie. J'ai vu une candidate que je connais il y a le dimanche à l'église. Je lui souhaite d'ailleurs bonne chance. C'est vrai que cette période de l'attente de la délibération est une période charnière, une période difficile pour d'aucuns. Oui, et j'ai vu la fille, j'ai vu qu'elle a changé parce qu'elle a maigri. J'ai compris combien de fois elle pouvait être soucieuse. On devient très pieux. Oui. Voilà, en fait, d'aucuns deviennent très pieux. Cela montre clairement combien de fois vous avez été tellement pieux en attendant, dans l'attente des résultats du baccalauréat. Du tout. Aucunement. De toute façon, bonne chance aux candidats, notamment bonne chance aux parents parce que c'est les parents qui investissent. Donc, un enfant qui redouble la terminale, c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup de soucis d'ailleurs parce qu'en terminale, c'est la fin du cursus secondaire et donc les parents se disent, bon, ouf, nous allons souffler d'abord, une fois d'abord avant de faire face aux exigences de l'université. Donc, bonne chance à ses parents. Bon, est-ce qu'on va dire bonne chance? Que ceux qui vont réussir, félicitations à eux, ceux qui ne vont pas réussir, courage à eux parce qu'on est déjà dedans. Hein. Courage à tous ces candidats, courage à tous ces parents. Certains déjà, leurs résultats c'est déjà bouclé, donc c'est déjà dans la machine. De toute façon, tous les résultats sont déjà bouclés de toute façon. Voilà. Non, il y a peut-être parfois des erreurs qui se font, ou des gens peut-être... Des corrections de dernière minute, oui, c'est ça? Et puis il y a aussi des erreurs qui se font peut-être sur certains candidats qui ont bien travaillé, et donc que Dieu inspire ces personnes qui relèvent les nôtres, qui font le récap, de bien le faire, et de permettre à ce que ceux qui méritent d'être admis soient admis, et ceux qui vont échouer, qu'ils prennent ça sportivement. Hein. C'est vrai que moi, je n'ai pas été au bac 2 fois, mais bon, si c'est... Une anecdote, par exemple, sur la manière dont vous avez attendu ces résultats quand vous étiez allé au bac. J'avoue que j'avais... Et comment les avez-vous eus, justement? J'avoue que j'avais tellement peur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je travaillais dans les autres matières, mais en maths, je ne travaillais pas. Mais je me suis juré depuis la 6e que même sans les mathématiques, je pourrais toujours réussir à mes examens parce que c'était un affront par rapport à un professeur de mathématiques qui m'avait embêté. Mais en terminale, j'étais face à la situation réelle. Parce que je ne valais pas plus de 2 en mathématiques. 2 en mathématiques. Parce qu'au BEC, j'avais 4 en maths, 4 en physique. Et malgré ça, j'étais admis. Donc, en seconde, première, terminale, je me foutais pas mal de mathématiques. Mais en terminale, je me suis rendu compte que j'avais pris énormément de risques en m'amusant comme ça. Mais comme je travaillais dans les autres matières, c'est vrai que j'avais à l'époque eu la chance de faire un rêve pour tomber sur le brevet d'histoire géo. Et j'ai vu les 2 sujets qui pouvaient sortir. J'ai partagé avec un ami qui est là même d'ailleurs. Un rêve? Oui. Et puis, bizarrement, c'est les 2 sujets qui étaient arrivés. Donc, j'avais cette certitude d'avoir de bonnes notes en maths, pardon, en histoire géo, anglais, français, comment vous appelez, quoi d'autre, espagnol. Mais en mathématiques, j'avoue que j'avais tellement peur. J'avais peur parce que quand l'épreuve est arrivée, moi-même, je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai écrit. Ce que vous avez écrit, en fait. Non, mais j'écrivais les X carrés. J'ai rempli l'affaire en réalité, quoi. J'ai rempli au point, j'ai demandé intercalaire. Mais j'étais sûr que là, il n'y avait pas une bonne... Ce genre d'élève. Le jour des résultats, c'était aussi Yaboué Calavi. J'étais là, j'avais les larmes aux yeux parce que... Ah, carrément? Oui, parce qu'avant la fin de l'année, il y a une de mes maisons qui avait appelé ma mère qui avait dit que j'étais devenu un délinquant, que je n'allais pas à l'école. Et donc, c'était un souci pour moi, je voulais relever ce défi. Et j'avoue que quand j'attendais les résultats, j'avais les larmes aux yeux, mais j'étais courageux. Et donc, quand j'ai entendu mon nom appelé, j'ai su sauter, j'ai commencé par courir pour aller au portail de ce Yaboué Calavi. Il y avait mon professeur de philosophie, Père Sondam, Madame Ruissino, parce que j'avais la meilleure note d'ailleurs en philosophie toute l'année, et qui a dit arrêtez-le. Donc, quand je suis revenu vers elle, elle me disait, mais non, je savais que tu allais réussir. C'est vrai qu'il y avait des problèmes en mathématiques, mais je savais que tu allais réussir. Félicitations, franchement, je suis fier de toi. Parce qu'en philo, je crois que j'avais aussi 15 au bac. Et donc, elle était tellement fière de moi. Et donc, après ça a été c'était les mathématiques. Mais c'est vrai, quand j'ai pu le relever, j'ai vu que j'avais 2 en maths. 2 en maths. Voilà, donc. Mais non, mais je crois que celui qui va corriger ma feuille de mathématiques,
S'il est quelque part, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse parce que je sais au fond de moi que vous ne méritiez pas les deux. Vous ne méritiez même pas. J'aurais pu avoir 0. Ben voilà. Parce que ce que j'ai écrit, honnêtement, il n'y avait aucune logique dedans. Je ne savais pas ce que j'écrivais. Et celui-là, peut-être, a dit celui-là, cet enfant-là, si je lui donne 0, il peut échouer. Il risque d'échouer. Donc, voilà. Donc, ne négligez aucune matière. Moi, voilà, j'ai pris le risque toute ma vie. C'est ce que j'allais dire. De négliger les mathématiques, mais si les candidats me suivent maintenant, ne négligez aucune matière. Et je me rappelle qu'après, quand j'ai appelé ma mère pour dire que j'avais le bac, elle a dit c'est faux, elle a appelé mon grand frère. Mon grand frère a dit oui, il a admis. Mais on m'a dit qu'il ne va plus à l'école. Ma mère commence à pleurer au téléphone. Je lui fais un clin d'œil ce matin aussi. C'est ça la vie. Ben voilà, en tout cas, voilà pour donner une idée aux uns et aux autres de, disons, tout le stress que l'on peut vivre dans l'attente des résultats. Donc, délibération, la première en tout cas pour le baccalauréat, qui sera normalement d'ici demain. Laurent Roland Antonin Kess, merci.